Je ne peux pas arriver ici et m'agiter dans tous les sens en surjouant ma détestation de Joker Folie à deux. À vrai dire, je n'ai pas du tout détesté le film, même s'il reste décevant par rapport au premier. Je vais vous en parler d'abord sans spoiler, puis avec. En revanche, je pars du principe que vous avez vu le premier film. Les événements de Folie à deux se déroulent 5 ans après ceux du premier film, tandis qu'Arthur Fleck est dans l'aile de haute sécurité de l'asile d'Arkham et que son procès va enfin avoir lieu. C'est dans ce contexte austère et brutal qu'il va croiser Harleen Quinzel, détenue dans une aile plus tranquille. Le film va tourner essentiellement autour du procès d'Arthur, de sa relation avec Harleen et du questionnement sur un trouble dissociatif de l'identité qui pourrait lui éviter une condamnation à la peine de mort. L'aspect comédie musicale du film va servir à exprimer l'univers intérieur et imaginaire d'Arthur et d'Harleen, avec une distinction rendue volontairement très franche entre ces passages et la réalité de la diégèse du film. Le premier film proposait de plonger dans la psychologie d'un personnage torturé, trouvant un exutoire malsain dans la création d'une version de lui-même pleine d'assurance et prête à faire payer l'addition à une société qui le ramenait sans cesse à son statut de moins que rien, d'invisible. L'identité de Joker était un prétexte et c'était totalement se fourvoyer que de chercher dans le personnage d'Arthur Fleck les traits du Joker des comics. Pire encore sans doute la partie du public qui tombait dans le même piège que ces gens de cette version de Gotham, tout prêts à désigner Arthur comme le symbole d'un élan révolutionnaire dirigé contre un système et ses dominants. Outre l'attrait de Warner pour une suite potentiellement lucrative étant donné le succès énorme du Joker de 2019, il semble que l'une des grandes motivations de Todd Phillips, réalisateur et ici co-scénariste, consiste à faire passer le message plus clairement encore que la première fois en pointant du doigt les attentes de ceux qui voulaient absolument voir Arthur pleinement embrasser sa persona de Joker. Je ne pense pas que cette intention puisse être utilisée pour dénigrer le film car elle s'entend parfaitement, même si elle prend à rebours les attentes d'une partie du public, du moins je l'imagine, même si très franchement, s'attendre à trouver un personnage proche de celui des comics dans cette suite me semble d'une grande naïveté au regard du premier film. L'idée de la comédie musicale ne me semble pas tirée par les cheveux, je dirais même qu'elle s'inscrit assez logiquement dans la continuité des bases déjà posées quant au rapport du personnage à la danse et à la musique, qui s'exprime justement quand il endosse l'état d'esprit puis le costume même de cette autre version de lui-même. Le premier film montrait déjà la manière dont Arthur confondait fantasme et réalité, ce qui ouvre la porte à cette représentation très clivée entre le monde réel et celui de la chanson. Ces passages sont certes aboutis esthétiquement, mais on n'y retrouve pas la folie annoncée dans le titre. Si Todd Phillips avait démenti les rumeurs d'un budget avoisinant les 200 millions de dollars contre 60 pour le premier film, on peut néanmoins se demander pourquoi le manque d'audace empêche à l'aspect comédie musicale de prendre toute l'ampleur qu'on aurait pu imaginer et espérer. Le potentiel de Lady Gaga est évidemment présent dans ces numéros, mais là encore, il semble inexploité. Tant qu'à être dans le rêve, autant y aller à fond sur la démesure et le show qu'il aurait été possible d'atteindre avec une telle artiste, si ce n'est à se restreindre éventuellement pour permettre à Joaquin Phoenix de suivre vocalement tant bien que mal. Encore une fois, la photographie et la lumière sont nickel, dans les deux réalités du film d'ailleurs, mais au-delà de l'aspect trop sage ou restreint des numéros, on peut aussi regretter en partie un choix de titre très rétro. L'action située dans les années 80 aurait pourtant permis d'explorer des styles différents et plus surprenants pour susciter l'attente et la surprise d'un numéro à l'autre notamment. Dans l'ensemble, comble pour une comédie musicale, je dirais que la bande originale de cette suite est bien moins marquante que celle du premier film. Le film dure près de 2h20 et objectivement il ne s'y passe pas énormément de choses. Je suppose qu'une bonne partie du public risque de s'y ennuyer, mais ce n'a pas été mon cas, essentiellement du fait de l'interprétation de Joaquin Phoenix, de Lady Gaga ou encore de Brendan Gleeson, notamment en gardien de prison, sachant que l'ensemble de la distribution est convaincante. Mais quand même, Joaquin Phoenix est toujours aussi intense, tandis que Lady Gaga est presque criminellement sous-exploitée une fois que le film en vient au procès. Harleen Quinzel n'a pas assez de temps d'écran, et on peut même dire qu'elle n'a presque pas d'existence propre en dehors de son rapport à Arthur. C'est sans doute volontaire, mais pas nécessairement la meilleure idée. Le réalisateur ne veut pas du tout que son Joker soit assimilé à celui qu'on connaît tous, mais il tente néanmoins un geste en quelque sorte en direction de ceux qui aiment cet excellent vilain des comics, plus à ce sujet bien sûr dans la partie spoiler. Alors est-ce que je recommande d'aller voir ce Joker Folie à deux? Pas vraiment, même si je ne me suis pas ennuyé, j'étais loin d'être aussi convaincu et touché que par le premier film,
qui n'avait de toute évidence pas besoin d'une suite. Ceci dit, on peut reconnaître que Todd Phillips persiste et signe dans sa vision créatrice, quitte à se mettre une partie du public et de la critique à dos, le tout au service d'un message important, à savoir arrêter d'idolâtrer des gens qui ont tous les signes d'un comportement déviant et sociopathe, ou encore qui portent un masque orange, par exemple, notamment au moment de mettre un bulletin dans une urne. Je reviens maintenant à la partie spoiler de la vidéo pour aller directement dans le prolongement du propos principal du film, et donc arrêter d'espérer qu'Arthur se transforme pleinement en tueur sociopathe sous vos yeux, puisque j'essaie de vous parler d'un homme perdu qui manque cruellement d'amour. C'est ce qu'aurait dit le réalisateur s'il avait pris la parole. Harleen Quinzel incarne la quintessence de cette projection malsaine et fantasmatique du public sur le Joker, la version désinhibée, sanglante et anarchiste d'Arthur Fleck. Pour elle, Arthur n'est qu'un masque, et seule compte la vision transcendante de cet individu qui a tué en direct live un présentateur vedette. L'avocate d'Arthur a raison, bien sûr, le pousser vers cet alter ego maléfique ne peut que le mener à la peine capitale. Le film laisse assez judicieusement le doute planer, toutefois, quant au véritable diagnostic psychiatrique d'Arthur, mais il ne fait aucun doute que son mal-être et sa violence ont des causes profondes qui n'excusent pas pour autant ses actes. L'ouverture du film en vrai faux dessin animé d'époque pose on ne peut plus clairement la question de ce double maléfique qui hanterait Arthur qui agirait à sa place. Dommage que le film ne retrouve presque jamais l'énergie de cette très jolie introduction. Arthur tente de devenir pleinement cet autre pour profiter d'un semblant d'amour qu'il n'avait jamais connu auparavant, ce qui ne peut que déboucher sur le pathétique. On s'attend encore peut-être à des numéros mémorables quand il assure sa défense lui-même avec le maquillage du Joker, ce qui serait certes impossible dans un tribunal, mais bon, on s'en fiche un peu, franchement. L'important, c'est que rien ne vient justement, si ce n'est la version irréelle du massacre qu'il commet, tuant Harvey Dent au passage. Le moment de bascule survient, je pense, lors du témoignage de Gary Puddles, qui était véritablement ami avec Arthur et qui exprime un profond chagrin en évoquant le traumatisme d'avoir vu le seul collègue qui le respectait sombrer dans la violence et le réduire à l'état de victime potentielle. Ce témoignage est plus sincère que toute la démarche dévoyée d'Harleen Quinzel, qui ne peut qu'entraîner Arthur dans la spirale de la folie, tout comme sa promesse de créer une montagne, qui n'est qu'un écran de fumée cachant le néant, la montagne n'étant qu'un abîme. Au final, si Arthur est bien coupable, aucun doute là-dessus, c'est tout un système qui est pointé du doigt entre l'incapacité à venir en aide à Arthur alors qu'il était enfant et cruellement maltraité, la faiblesse du soutien dont il a pu bénéficier pour gérer ses troubles une fois adulte, et enfin le point d'orgue d'un établissement totalement carcéral et pas du tout psychiatrique, qui laisse libre cours aux brimades, puis à la violence la plus débridée. Ainsi, la réalité rattrape aussi bien Arthur que le spectateur qui pouvait imaginer qu'il allait pouvoir s'échapper, échapper même à sa peine, et quitter le tribunal en profitant d'une explosion rocambolesque organisée par des crétins qui continuent de voir en le Joker un modèle dont on ne sait pas trop quoi. Arthur atteint au moins une sorte de clarté, il sait non seulement qu'il n'est pas le Joker, mais surtout qu'il ne veut pas l'être et qu'il n'est pas prêt à travestir sa vérité profonde pour profiter d'un culte d'admirateurs violents autour de sa personne. Il demande à Lee d'arrêter de chanter car elle veut croire à une réalité dans laquelle il serait aimé, ce qui n'aboutit qu'à une fin annoncée et tragique. Outre la présence de Dent, dont le visage est blessé par l'explosion, sur un seul côté bien sûr, mais qui n'a aucune existence, ni profondeur ni intérêt dans le film, le réalisateur introduit ce qu'on pourrait appeler le véritable Joker dans sa version de Gotham, alors que l'interné, repéré en début de film pour sa violence envers un gardien, va symboliquement naître du ventre d'Arthur. La césarienne est un peu violente dans cette façon de tuer le père comme on tuerait la mère, et on devine en arrière-plan que le nouveau Joker se taille un sourire au couteau, qui n'est pas sans rappeler la version d'Heath Ledger notamment. Alors y avait-il un intérêt à exprimer cette semi-reconnaissance envers une version du personnage plus proche de celui des comics dans ce film? Pour ma part, je dirais que cela n'enlève rien au film, même si ça n'y ajoute pas grand-chose, sinon souligner ce qui était déjà une évidence. Il est clair pour moi qu'aucun développement, suite ou crossover n'est à envisager pour ces versions aussi bien d'Harley Quinn que de ce Joker. L'entêtement à faire passer son message et un certain manque d'expérience dans l'approche de l'aspect musical explique sans doute, peut-être, que le résultat final soit un film qui est loin d'être à la hauteur de certaines attentes légitimes, même si certains se feront un plaisir, je pense au passage, de narguer le premier film et de dire combien ils avaient raison de le trouver surestimé, analyse que je ne partage pas. Au final, on peut dire que Todd Phillips va dérouler un film dont les événements sont extrêmement logiques par rapport à tout ce qu'avait posé le premier film, mais à la logique, il aurait fallu ajouter un peu de folie, un peu plus d'ambition, et peut-être des événements plus excitants sur près de 2h20. Pensez à vous abonner à la chaîne et à exprimer en commentaire vos ressentis face à ce film qui trouvera ses détracteurs sans peine, mais aussi sans doute certains défenseurs. À très vite pour de nouvelles aventures, salut!